Dans la nuit du 31 mars 2025 aux alentours de minuit, donc au 1er avril 2025, l'Algérie abat un drone militaire et pas n'importe lequel. Ces événements se passent au-dessus de la frontière commune entre le Mali et l'Algérie, près de Tinzaouaten. L'engin de fabrication turc a été détruit alors qu'il survolait le fief des séparatistes touaregs opposés au gouvernement militaire malien. Il faut noter que depuis un certain nombre d'années, le gouvernement malien est aux prises avec les rebelles séparatistes du MNLA. Ces rebelles qui revendiquent depuis de longues années l'indépendance du nord du Mali, notamment de l'Azawad. C'est dans le cadre de ces missions de reconnaissance et de surveillance que fait l'armée malienne avec ses drones dans la lutte contre le djihadisme qu'est survenu ce coup dur de destruction de cet aéronef. Mais il est important de se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui oppose Alger à Bamako aujourd'hui? Historiquement, quels ont été les rôles qu'a joué l'Algérie dans la recherche perpétuelle de la paix dans le nord du Mali? Pourquoi la sécurité du nord du Mali constitue un enjeu presque vital pour le gouvernement algérien, au point où le gouvernement algérien n'hésite pas à faire des efforts sur des années pour encadrer cette paix? Et que reproche Alger à Bamako précisément aujourd'hui? Quels sont les enjeux politiques géostratégiques qui sont en cours dans le nord du Mali et qui amènent ces deux géants africains à se confronter d'une manière indirecte? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si le secteur des mines vous intéresse particulièrement, sachez que nous offrons des formations en logistique des mines. Mais au-delà, nous avons le plaisir de partager avec vous les 10 raisons pour lesquelles vous, particulièrement, vous devez investir dans le secteur des mines. En tant que personne physique, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les États accumulent de l'or? Pourquoi est-ce que les banques centrales, les banques d'investissement et même les banques commerciales sont friands des lingots d'or dans leurs caisses? L'or a de tout temps été un métal précieux. L'or a été la meilleure monnaie que le monde ait jamais connue. Nous avons rédigé pour vous dans ce cadre un guide qui sera pour vous une référence décisive pour que vous commenciez personnellement à acheter de l'or. Si vous ne le savez pas, sachez que c'est entièrement possible. Pour cela, nous avons mis en place un programme dénommé Gold Business qui vous permet d'apprendre comment acheter et revendre de l'or en tant que personne, de saisir les multiples opportunités qui sont liées au secteur du raffinage de l'or, mais également de bénéficier à travers ce programme d'une réduction de $500 sur notre formation business sur la logistique des mines. Pour comprendre tout ce que représente cette opportunité, je vous prie de descendre dans la barre de description. Vous trouverez un lien qui vous renvoie vers l'e-book, les 10 raisons pour lesquelles vous devez commencer à acheter de l'or en 2025, ainsi que comment vous pourriez bénéficier de ce programme et devenir détenteur d'or pour protéger vos finances. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de comprendre quel est l'enjeu des tensions entre Bamako et Alger. Nous essayerons de répondre à une question. L'Algérie est-elle un ami ou un ennemi du Mali et donc par ricochet de l'AES? Comprenant sans aucun doute la dynamique actuelle des pays de l'AES qui rime entre lutte contre le djihadisme, lutte contre des rébellions armées, nous comprendrions de façon fondamentale quelles sont les raisons qui sous-tendent ces causes et le rôle que l'Algérie joue. À l'arrivée au pouvoir des militaires à Bamako en 2020, ces derniers se sont engagés à respecter l'accord d'Alger de 2015 signé sous la médiation algérienne entre Bamako et les groupes rebelles du Nord, principalement Touareg. Cet accord était vu comme un pilier pour stabiliser le Mali. Cependant, les tensions émergent rapidement avec les groupes signataires, notamment la coordination des mouvements de l'Azawad, qui reprochent au pouvoir de Bamako un manque de volonté dans sa mise en œuvre de cet accord.
Mais d'où viennent ces doutes et d'où viennent ces tensions qui émergent de façon significative? Après le départ de la MINUSMA en 2023, exigé par le pouvoir de Bamako, les forces maliennes appuyées par les mercenaires russes du groupe Wagner lancent une offensive dans le nord pour reprendre les zones contrôlées par la coordination des mouvements de l'Azawad, notamment Kidal qui est un bastion touareg. Cette opération est perçue comme une violation de l'accord d'Alger par les rebelles, marquant un tournant dans les relations avec l'Algérie qui était la principale médiatrice de l'accord. Mais que composait fondamentalement cet accord? L'accord pour la paix de la réconciliation au Mali signé en 2 phases, 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako après des négociations à Alger, visait à mettre fin au conflit entre le gouvernement malien et les groupes rebelles du Nord, notamment ceux de l'Azawad revendiquant plus d'autonomie. Voici en quelques points les enjeux principaux. Numéro 1, la décentralisation et la régionalisation. À travers cet accord, l'on visait une création d'assemblées régionales élues au suffrage universel direct avec des pouvoirs élargis sans accorder une autonomie formelle à l'Azawad. L'objectif était de répondre aux revendications des populations du Nord tout en préservant l'intégrité territoriale du Mali. En point 2, nous avons la réforme sécuritaire qui visait une intégration des combattants rebelles dans une armée malienne reconstituée. Et je vous prie de garder à l'esprit cet aspect de la réforme sécuritaire qui veut l'intégration des combattants rebelles dans une armée malienne reconstituée. Entre combattants rebelles et armée nationale malienne, il y a une très grande fracture et vous la comprendrez bientôt. La réforme sécuritaire visait également un désarmement progressif des groupes armés signataires en échange de leur inclusion dans les forces de sécurité. L'aspect de développement économique et social visait quant à lui la mise en place de mesures spécifiques pour le développement du Nord, notamment en termes d'infrastructures, d'éducation, d'emploi, d'hôpitaux, d'accès à des emplois, etc., afin de réduire les inégalités avec le Sud. Et quelle est la nature de ces inégalités? Nous y reviendrons. Donc, point de vue justice et réconciliation, l'accord de 2015 d'Alger avait pour but de promouvoir un dialogue national et de mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle pour panser les plaies du conflit. On parle ici des conflits des années 1960, des années 2000 et notamment des années 2012. Le même accord avait pour rôle de mettre en place et de faciliter une médiation internationale. L'Algérie, chef de file, était soutenue par l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne ainsi que la France. La MINUSMA devrait garantir l'application de cet accord. L'objectif global était de prévenir la partition du Mali, de sorte à ce que le Mali ne se divise pas entre nord et sud et que des territoires séparatistes ne naissent tel le cas au Soudan, en répondant aux griefs historiques des Touaregs sans leur accorder l'indépendance ou un statut fédéral, ce qui a suscité des critiques parmi les rebelles les plus radicaux. Et j'ai bien envie que vous reteniez également cet aspect, que parmi les rebelles Touaregs, il y en a qui sont véritablement plus radicaux. Et c'est justement le nœud du problème entre le gouvernement malien et les rebelles séparatistes. Quelle est la position de l'Algérie? L'Algérie a maintenu une position cohérente depuis 2015, influencée par ses intérêts stratégiques et sa propre sécurité. D'un point de vue soutien à l'intégrité territoriale du Mali, Alger refuse toute remise en cause de l'unité malienne, créant un effet domino sur sa propre stabilité, notamment face aux revendications berbères en Kabylie. Kabylie, qui d'ailleurs est une région qui contient encore des sentiments d'adversité vis-à-vis du pouvoir d'Alger. Pour les amis kabyliques qui sont présents sur la chaîne, vous pourriez nous dire en commentaire un peu plus sur cette distance qu'il y a entre les Kabyles et les Algériens. Et c'est une très grande histoire. Au-delà de ça, Algérie promeut une solution politique plutôt que militaire. L'Algérie insiste sur le dialogue avec les groupes signataires de l'accord d'Alger, rejetant leur qualification comme terroristes. Mais comment ne pas qualifier
des groupes rebelles ultra radicaux de terroristes. On sent que l'Algérie est en train de se mettre dans une posture de deux poids, deux mesures. Parce que les plus radicaux des rebelles Touaregs ne sont pas des personnes très gentilles. Et l'histoire le prouve de 2011 jusqu'à l'avènement de l'opération Serval en 2013. Ainsi donc, Alger s'oppose à la terminologie terroriste qu'emploie Bamako. Elle voit une solution militaire comme un risque de guerre civile au nord du Mali, à sa frontière sud, laquelle guerre pourrait basculer en une forme de motivation pour les foyers de tension, non palpables mais existants au sein même de l'Algérie. En termes de médiation régionale, l'Algérie se positionne comme une puissance régionale. Elle cherche à préserver son rôle de médiateur, mais se sent marginalisée par le pouvoir malien qui privilégie une approche souverainiste et des alliances avec la Russie. En termes de préoccupations sécuritaires, la montée des tensions au Mali menace la frontière algéro-malienne où transitent réfugiés, contrebandiers et groupes armés, obligeant Alger à renforcer sa présence militaire, ce qui va donner lieu aux différentes friction entre l'armée algérienne et l'armée malienne. En effet, en juin 2023, Bamako exige le départ de la MINUSMA. Le retrait des casques bleus sera acté. Ces casques bleus sont perçus comme un soutien à l'accord d'Alger et l'Algérie voit son rôle de médiatrice affaibli. En août 2023, les forces maliennes et Wagner reprennent Kidal à la coordination des mouvements de l'Azawad, rompant ainsi le cessez-le-feu de 2015 qui était exigé et mis en place par l'accord d'Alger. Alger reste silencieuse mais s'inquiète de l'escalade. En décembre 2023, une crise diplomatique ouverte s'installe entre Alger et Bamako. Le 20 décembre, en effet, Bamako convoque l'ambassadeur algérien accusant Alger d'ingérence après la réception par le président Tebboune de l'imam Mahmoud Dicko, qui est opposant au pouvoir militaire et qui est de figure touareg. Le 22 décembre, le Mali rappelle son ambassadeur à Alger, suivi par un rappel réciproque de l'ambassadeur algérien. Le 31 décembre 2023, le général Goïta déclare vouloir un processus de paix interne, sans médiations étrangères, marginalisant l'Algérie et l'accord d'Alger. En janvier 2024, notamment le 25 janvier, le pouvoir annonce la rupture avec effet immédiat de l'accord d'Alger, accusant l'Algérie d'hostilité et de soutien aux terroristes. Cependant, en juillet 2024, l'on assiste à un affrontement à Tinzaouatine, à la frontière entre l'Algérie et le Mali, où la coordination des mouvements de l'Azawad et donc des groupes rebelles du MNLA se sont repliés après que l'armée malienne et Wagner ont pu libérer Kidal, qui était principalement leur fief. L'Algérie dénonce les armées privées Wagner à l'ONU, provoquant une réplique malienne accusant Alger de propagande terroriste. En août 2024, un incident aérien majeur se présente. Un chasseur algérien Su-30 émet des signaux d'avertissement à un drone turc TB2 près de la frontière, perçu comme une mise en garde à Bamako qui s'appuie sur des drones turcs. Il faut reconnaître que Bamako utilise largement les drones turcs dans sa défense aérienne. En janvier 2025, une nouvelle escalade verbale va s'installer. Lors d'une conférence, le ministre algérien Ahmed Attaf réaffirme que la solution au Mali est politique, critiquant l'approche militaire de Bamako. Le gouvernement malien réplique en accusant Alger de donner des leçons et de soutenir les rebelles. En février 2025, une tentative d'apaisement s'ouvre. Le Mali nomme Mohamed Amagat Dolo comme nouvel ambassadeur à Alger, signant une volonté de dialogue. Il qualifie l'Algérie de pays frère, mais les tensions sous-jacentes persistent. Les relations algéro-maliennes ont ainsi atteint un point de rupture inédit, notamment une divergence stratégique. Bamako privilégie une solution militaire avec la Russie, tandis que Alger défend une approche politique via l'accord d'Alger. On ressent bien évidemment que l'Algérie recherche une position de maîtrise de la situation et une casquette de médiateur important, ce qui quelque part peut sembler frustrant pour
le pouvoir de Bamako qui voit beaucoup plus la main de l'Algérie comme une mainmise. Nous sommes, rappelons-le en termes de contexte, dans un environnement politique où les États de l'AES cherchent totalement à se défaire de toute forme de paternalisme ou de toute forme d'ingérence. Et là, une méfiance mutuelle s'installe. Le Mali accuse l'Algérie de soutenir les Touaregs, tandis que Alger reproche à Bamako de saboter un processus qu'elle a porté. Un contexte régional complexe présente le fait que la présence de Wagner, le retrait français et les ambitions marocaines au Sahel compliquent la position algérienne. Pour ceux qui le savent, l'Algérie et le Maroc, il y a de cela beaucoup d'années, ne sont pas du tout en de bons termes pour la simple et unique question du contrôle du Sahara occidental. Voilà donc comment est-ce que l'Algérie se positionne vis-à-vis de Bamako dans cette question du contrôle du nord du Mali. À ce stade, l'on comprend facilement pourquoi Alger n'hésite pas à abattre le drone malien. Mais de quel drone s'agit-il? Il n'est pas des moindres. Nous parlons du Bayraktar Akensi. Le Bayraktar Akensi est un drone de combat turc qui révolutionne les opérations militaires avec ses capacités de vol prolongées, son armement avancé. Cette technologie de pointe prouvant son efficacité dans les missions de combat et de secours. Le Bayraktar Akensi, développé par Baykar en Turquie, redéfinit les standards des opérations militaires modernes. Avec ses capacités de vol prolongées, sa charge utile significative et ses systèmes d'armement avancés, ce drone de combat est devenu un outil stratégique de premier plan. Voici ses caractéristiques fondamentales. En termes tactiques, ce drone a validé plus de 50 000 heures de vol déclarées par son constructeur, ce qui montre un niveau d'autonomie et de résilience élevé. Le drone peut survoler plus de 24 heures en toute autonomie. Et donc, cette capacité, cette résilience en fait un outil majeur. En termes d'altitude maximale, le drone atteint 45 118 pieds, soit 13 716 mètres de hauteur de vol. En termes de navigation, il est doté d'un système automatique de navigation embarqué et de suivi de route, de décollage et d'atterrissage précis. En termes de technologie de fusion de capteurs, le drone dispose de tolérance aux pannes et d'une redondance triple. En termes d'armement, le drone donne la flexibilité pour une large gamme de munitions indigènes, incluant des missiles supersoniques et des kits de guidage de précision. En termes de service en zone de catastrophe, le drone a la capacité de participation aux missions de secours après des tremblements de terre, ce qui est une valeur ajoutée à ce produit que la Turquie vend avec fierté. Le pays dispose aujourd'hui d'un contrat avec plus de 9 autres pays pour la commercialisation de ce type de drone. Le Mali, dans sa vision souverainiste et dans le but de doter son armée des dernières technologies, s'est approvisionné d'au moins 2 de ces drones connus à date, qui ont malheureusement écrasé dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. C'est un coup dur qu'Alger vient de porter à Bamako. Et ceci serait une réjouissance dans le camp des rebelles de l'Azawad. Mais qu'est-ce qu'il en est des rebelles de l'Azawad? Qu'est-ce qui a engendré cette rébellion? Revenons un peu sur ce que l'histoire nous dit par rapport à la naissance de l'Azawad. Lors de la colonisation française, les Touaregs, peuple nomade berbère occupant le désert saharien, n'étaient pas intégrés dans une entité étatique unique. La création du Mali à l'accession à l'indépendance en 1960 regroupe artificiellement des populations diverses, notamment les Bambara, les Peuls, les Songhai, les Touaregs, etc., sous une même nation, sans tenir compte des spécificités culturelles ou des dynamiques territoriales. Les Touaregs se retrouvent minoritaires dans un État dominé par les populations sédentaires du Sud. Et il faut le dire très clairement, les Touaregs ne se voyaient pas dirigés par les peuples noirs du Sud. Cela est une question fondamentale qui a toujours demeuré dans l'esprit de tout le monde. Cependant, ces peuples cohabitaient. Par exemple, l'ancien premier ministre malien Choguel Maïga raconte
dans l'un de ses interviews comment à l'époque, et il l'est relaté d'ailleurs dans son livre, comment à l'époque les Songhai protégeaient les Touaregs contre la répression que menaient les colons français à l'époque, puisque les Touaregs se montraient très résistants vis-à-vis de la colonisation. Il explique clairement le fait que les Songhai les protégeaient leur bétail, etc. Cependant, les Touaregs se revendiquaient toujours la propriété de ces terres. Mais il n'est pas une question de propriété. L'histoire nous en dit un peu plus. Peu après l'indépendance, les Touaregs du Nord, se sentant exclus par le gouvernement central de Modibo Keïta, lancent une rébellion pour réclamer plus de droits. Cette révolte est sévèrement réprimée par l'armée malienne, renforçant un sentiment d'abandon et de méfiance envers Bamako. Cette période marque le début d'une fracture durable. Les Touaregs, avec leur langue, le tamarchek, leur mode de vie nomade et leur organisation sociale traditionnelle basée sur des confédérations tribales, se distinguent des groupes majoritaires du Sud comme les Bambara. Cette différence alimente un sentiment d'appartenance distincte, souvent en opposition à l'identité nationale malienne promue par Bamako. Les Touaregs ne se limitent pas au Mali. Ils sont présents au Niger, en Algérie, en Libye et au Burkina Faso. Et l'idée d'un Azawad transcende les frontières coloniales, incarnant une aspiration à réunir les Touaregs dans un espace autonome ou indépendant, bien que cette vision reste plus symbolique que réalisable. Les régions du nord du Mali, arides et peu peuplées, ont été historiquement négligées par les gouvernements successifs en termes d'investissement, éducation, santé, infrastructure. Les richesses du pays, l'agriculture et l'or sont concentrées dans le sud, accentuant les inégalités. Les Touaregs dépendant du commerce transsaharien et de l'élevage se sentent exclus des bénéfices de l'État. Les sécheresses des années 1970 et 1980 dévastent les moyens de subsistance des nomades Touaregs, provoquant des migrations massives vers la Libye et l'Algérie. Et il est important de noter déjà ce type de brassage qui a eu lieu, notamment celui avec la Libye. Ce déracinement renforce leur sentiment d'abandon par Bamako, incapable alors de répondre à leurs besoins. Dans les années 1980 et 1990, de nombreux Touaregs maliens s'exilent en Libye, où Muammar Kadhafi les recrute dans sa légion islamique. Ces combattants, formés militairement, rentrent au Mali après la chute de Kadhafi en 2011, apportant âme et savoir-faire. Ce retour catalyse la rébellion de 2012. Historique des rébellions. Après la rébellion de 1962 et 1964, de 1990 à 1996, une deuxième grande rébellion Touareg éclate, motivée par les promesses non tenues de développement après 1964. Les accords de Tamaracet en 1991, négociés une fois de plus avec l'Algérie, apaisent temporairement le conflit, mais leur mise en œuvre reste limitée. De 2006 à 2009, une nouvelle vague de soulèvements menée par des figures comme Ibrahim Agbanhaga montre la persistance des griefs. On note bien évidemment que Alger était au cœur des tensions depuis très longtemps. On assiste à présent à partir de 2012, donc du retour des Touaregs de la Libye au nord du Mali, à l'émergence formelle du mouvement de l'Azawad. En janvier 2012, le mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, créé en 2011 par des Touaregs laïcs et nationalistes, et il est important que vous reteniez cela pour mieux comprendre le sujet, lance une offensive dans le nord, profitant de l'affaiblissement de l'État malien alors sous le joug d'un coup d'État à Bamako. Le MNLA proclame l'indépendance de l'Azawad le 6 avril 2012, revendiquant un territoire couvrant les 3 régions du nord, à savoir Gao, Kidal et Tombouctou. Initialement, le MNLA s'allie avec des groupes islamiques comme Ansardine et Akmir pour chasser l'armée malienne. Cependant, ces alliés aux objectifs religieux plutôt que nationalistes évincèrent rapidement le MNLA, prenant le contrôle du nord jusqu'à l'intervention française de l'opération Serval en 2013. Il faut noter que ces alliances avec les groupes djihadistes et terroristes ont laissé dans l'image de Bamako le fait que ces rebelles sont majoritairement des terroristes. Quel est l'enjeu ? Pour occuper
le territoire qu'ils revendiquent, les rebelles du MNLA ont trouvé juste de combattre par les armes, puisqu'ils en disposaient depuis les stocks de la Libye et puisqu'ils avaient déjà la capacité de combattre, puisqu'ils ont été largement formés dans les camps de formation islamique de Muammar Kadhafi. Ils se sont attaqués pleinement à l'armée régulière malienne qu'ils ont choisi de détruire. Mais ce fait n'est pas venu simplement de leur simple envie de posséder les territoires. Il est resté dans l'esprit de tout le monde que la rébellion de 1962-64 a été sauvagement martelée par l'armée malienne. Il y a eu des exactions sans nom pour imprimer dans l'imaginaire et dans la conscience des Touaregs le fait de ne plus prendre les armes pour revendiquer. Les revendications étaient-elles justifiées? Bien évidemment en majeure partie, parce que le peuple Touareg se sentait délaissé. Mais cette forme de martèlement de cette rébellion, qui a été vraiment sanglante et menée par l'armée régulière malienne, a laissé dans l'esprit des Touaregs une forme de vengeance indescriptible. Ce qui a fait qu'en 2012, ils ont trouvé l'opportunité, disposant d'armes, de répondre de la même manière en s'attaquant à l'armée malienne qu'ils ont vaincue et chassée de Gao, Kidal et Tombouctou. Et donc à partir de cet instant, seul le MNLA régnait. Mais le MNLA est composé de plusieurs fractions, parmi lesquelles certains leaders étaient assez radicaux. Parmi ces leaders, vous avez Yad Ag Ghali, qui est le leader d'Ansardine. Il est également connu sous le surnom de Lion du désert et est le fondateur et leader historique d'Ansardine. Né dans les années 1950, dans la région de Kidal, il est un Touareg de la tribu des Ifoga, influente dans le nord-est du Mali. Dans les années 1990, Ag Ghali s'illustre comme chef rebelle lors de la rébellion Touareg contre le gouvernement malien. Il joue un rôle clé dans les négociations des accords de Tamaracet en 1991 avec l'Algérie, montrant une capacité à alterner entre combat et diplomatie. Dans les années 2000, il se rapproche de mouvements islamistes, influencés par le Tablighi Jamaat, un groupe missionnaire non violent, avant d'opter pour une idéologie radicale. Il sert aussi comme intermédiaire des libérations d'otages par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMIR, renforçant ses liens avec les djihadistes. De 2011 à 2012, après avoir été rejeté pour prendre la tête du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad, le groupe Touareg laïque, en raison de ses positions islamiques à lui, Ag, il fonde Ansardine en décembre 2011. En 2012, il s'allie temporairement au MNLA pour conquérir le nord du Mali en chassant donc les militaires maliens avant de s'en détourner pour imposer la charia avec le soutien d'AQMI et du Moudjahou, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Sous sa direction, Ansardine prend le contrôle des villes comme Tombouctou, Gao et Kidal en 2012, détruisant des mausolées soufis à Tombouctou considérés comme idolâtres par les salafistes et imposant une interprétation stricte de la loi islamique. Après l'intervention française à travers l'opération Serval en 2013 qui chasse les djihadistes des centres urbains, Ag Ghali disparaît temporairement avant de réapparaître entre 2015 et 2016 dans des vidéos menaçant la France et la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. En mars 2017, Ansardine fusionne avec d'autres groupes comme AQMIC, Al-Mourabitoun, Katiba Massina pour former Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, qui est le Djinin, dont Ag Ghali devient l'émir. Sous sa direction, le Djinin est devenu la principale force djihadiste au Sahel, multipliant les attaques contre les forces maliennes, les forces françaises et les forces onusiennes. Aujourd'hui, le Djinin est l'épine dans les pieds des armées des pays de l'AES et même jusqu'au Bénin, où ils sont en train d'étendre tout simplement leur emprise. Mais qui sont les autres responsables rebelles du MNLA, qui sont pour la plupart moins radicaux que Ag Ghali? Bilal Ag Ash-Sherif, secrétaire général et cofondateur du MNLA, souvent considéré comme le visage politique du mouvement.
Il est un Touareg de la tribu Ifoga, originaire de la région de Kidal. Il est un leader charismatique et diplomate. Avant 2012, il était impliqué dans des mouvements Touareg des années 1990 et 2000. Il signe la déclaration d'indépendance de l'Azawad le 6 avril 2012 à Gao, officialisant la rupture avec Bamako. Blessé lors d'un affrontement avec des islamistes dans Sardine en 2012, évidemment, puisque les groupes opposés entre eux se font la guerre. Il s'exile temporairement en Mauritanie, puis revient pour négocier dans le cadre de l'accord d'Alger en 2015. Sa position actuelle est telle qu'il est toujours influent dans les cercles politiques touareg et il représente une voix modérée favorable à l'autonomie plutôt qu'à l'indépendance totale de l'Azawad. Moussa Ag Acharatman, porte-parole et cofondateur du MLA, il est chargé de la communication internationale. Touareg malien ayant vécu en exil notamment en France, il incarne la diaspora touareg et a travaillé à sensibiliser l'opinion mondiale à la cause de l'Azawad. Il joue un rôle clé dans la médiation de la rébellion de 2012, défendant les revendications du MNLA auprès des ONG et des médias étrangers. Il est distancié des alliances avec les groupes djihadistes, insistant sur le caractère laïque et nationaliste du MNLA. Sa position actuelle est telle qu'il est moins actif sur le terrain militaire. Il reste une figure symbolique pour la diaspora touareg. Mohamed Ag Najim, chef militaire du MNLA, commandant des opérations sur le terrain, ancien colonel de l'armée libyenne sous Muammar Kadhafi, il rejoint le Mali après la chute du régime en 2011, apportant son expertise militaire et des armes. Issu de la tribu Kel Adag, il est respecté pour ses compétences tactiques. Il dirige les offensives de 2012 contre l'armée malienne, notamment la prise de Tombouctou, Gao et Kidal. Après la perte de contrôle face aux islamistes, notamment à Sardine et Akmir, il réorganise les forces du MNLA pour reprendre des positions. Actuellement, il est toujours militaire, actif, il incarne la branche dure du mouvement, moins enclin au compromis politique et donc principale figure d'opposition rebelle face au gouvernement malien. Hama Ag Sid Ahmed, responsable des relations extérieures et figure diplomatique, Touareg expérimenté dans les négociations, il a été impliqué dans les pourparlers avec Bamako et les médiateurs internationaux. Il participe aux discussions préliminaires à Ouagadougou en 2013, puis à l'accord d'Alger en 2015, représentant les intérêts du mouvement national de libération de l'Azawad. Il tente de maintenir une image modérée du mouvement face aux accusations de collusion avec les djihadistes. Moins visible depuis 2015, il reste une voix dans les cercles de la coordination du mouvement de l'Azawad, le CMA, coalition où le MNLA s'est intégré. Ibrahim Ag Banhanga, décédé avant le MNLA, mais d'influence majeure, précurseur des rébellions Touareg, inspirateur du MNLA, leader charismatique des rébellions de 2006 et 2009, il rejette les compromis avec Bamako et prône une lutte armée pour l'indépendance. Il défie les accords de paix des années 90 et 2000, menant des attaques contre l'armée malienne jusqu'à sa mort dans un accident de voiture en août 2011. Son héritage radical influence les fondateurs du MNLA, bien que le mouvement adopte une rhétorique plus modérée. Bien qu'il ne soit pas une figure directe du MNLA, son décès galvanise les Touaregs et pave la voie à la rébellion de 2012. Figure notable, nous avons entre autres Nina Wale Intalou. Rare femme influente dans le MNLA, elle est une militante des droits Touareg et ancienne maire de Kidal. Elle joue un rôle dans la mobilisation civile et la défense des droits des femmes dans l'Azawad. Mahamadou Djeri Maïga, vice-président du MNLA en 2012, il représente une voix politique lors des négociations post-rébellion. Après 2012, le MNLA perd de son autonomie face à la montée des groupes djihadistes et à l'intervention française Serval. En 2014, il s'intègre dans la coordination des mouvements de l'Azawad, une coalition plus large, incluant d'autres groupes touaregs comme le HCUA, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, et le MAA, le mouvement arabe de l'Azawad. Les figures du MNLA, notamment Bilal al-Sherif et Mohamed Ag Najim, restent influentes dans le CMA, qui devient le principal interlocuteur des négociations avec Bamako, notamment pour l'accord d'Alger. Après donc la prise de Kidal par les militaires maliens, le CMA s'est retiré vers le nord
à la frontière avec l'Algérie, notamment dans la région de Tinzanwatan. Que pensez-vous de ces différents faits? L'Algérie aujourd'hui, en sortant les forces contre le pouvoir de Bamako, en détruisant des armes de Bamako, est-il en train de rendre service à l'unité malienne ou est-il en train tout simplement de démontrer encore plus ouvertement son soutien aux rebelles séparatistes de l'Azawad? La question reste posée. Ce qui est plus important est de se demander quand est-ce que le Mali arrivera à une unité nationale. Le président Goïta propose un dialogue intermalien sans aucune ingérence externe. En désignant du doigt l'Algérie et en dénonçant ces ingérences, le président Goïta est-il en train de désigner du doigt des mecs qui tirent les ficelles dans l'ombre? Dans tous les cas de figure, le fait d'abattre ce drone qui, selon Bamako, n'a pas du tout franchi l'espace aérien algérien constitue un véritable problème aujourd'hui. Les tensions vont-ils s'arrêter ou vont-ils continuer? Que feront les Maliens? Dans tous les cas de figure, nous rêvons d'un Mali uni, puisque la Confédération des États de l'AES en a besoin. Le Mali est un grand pays et nous osons croire que les Maliens sortiront vainqueurs de ces problèmes et que l'Algérie saura raison garder. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ce numéro de géopolitique et de géostratégie des mines. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous nous retrouvons dans un prochain numéro. À très vite. Merci.